Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public, au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique, Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse en ligne Blick.fr. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, qui a pour titre Alain Damasio, l'humanité face à l'intelligence artificielle. Il est ainsi chapeauté. À l'occasion de la parution au Seuil de Vallée du Silicium, le livre tiré de cette immersion, le 1 revient en compagnie de l'écrivain Alain Damasio sur le futur déshumanisant que nous préparent les entreprises de la Big Tech, à grand renfort d'algorithmes, d'intelligence artificielle et de surveillance généralisée. Face à cet horizon plombé qui assigne chacun au confort étriqué de son technococon, il est urgent, nous dit Alain Damasio, d'inventer un nouvel art de vivre avec les technologies qui préserve notre lien au vivant et notre soif d'altérité. Dans notre série « Si c'est pour la culture, on a déjà donné », nous mettrons en ligne mercredi le premier épisode de notre conversation avec Alexandre Lacroix à l'occasion de la parution chez Allary Éditions de son livre « La danse », Philosophie du corps en mouvement. Rédacteur en chef de Philosophie Magazine, Alexandre Lacroix a passé plusieurs mois avec les danseurs du ballet de l'Opéra National de Paris, notamment auprès d'une danseuse, Ludmilla Pagliero. Il en a tiré un portrait vivant de cette femme brillante arrivée d'Argentine et devenue danseuse étoile, ainsi qu'une réflexion sur ce que Paul Valéry qualifiait d'ornement de la durée. Il n'y a pas d'enregistrement public au mois de mai. Le théâtre de l'école alsacienne retentit traditionnellement à cette époque de l'année des concerts et des représentations théâtrales données par les élèves. Notre prochain enregistrement public aura lieu le dimanche 23 juin. Vous pouvez déjà vous inscrire sur notre site. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Il arrivera dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Intéressons-nous maintenant au premier des deux sujets que nous avons retenus pour cette conversation. Les Jeux Olympiques sont-ils une aubaine ou un problème ? Entre le 26 juillet et le 11 août, 10 millions de spectateurs sont attendus dans l'Hexagone pour assister aux Jeux Olympiques, dont une grande partie en Île-de-France, puis du 28 août au 28 septembre pour les Jeux Paralympiques. Autant de voyageurs prêts à payer le prix fort pour se loger à Paris, représentant une aubaine pour les bailleurs, qui peuvent avoir l'équivalent d'une année de revenus locatifs traditionnels en 2 mois de location Airbnb, selon le président de la Confédération nationale du logement. L'un des défis de ces Jeux consiste à desservir 40 sites olympiques, avec une affluence pouvant monter jusqu'à 6000 spectateurs à la minute, comme au Stade de France. Des alarmistes aux rassuristes, tous le concèdent, circuler en région parisienne pendant la compétition demandera de l'organisation. La région va déployer les grands moyens avec une offre de transport en commun en augmentation de 15% en moyenne par rapport à un été traditionnel et jusqu'à 70% sur les lignes les plus sollicitées. Actuellement, la facture provisoire des Jeux est de 8,8 milliards d'euros, la moitié pour le comité d'organisation, la moitié pour les infrastructures, dont 1,7 milliard d'euros publics. Toutefois, la facture est impossible à établir car tous les coûts ne sont pas connus. Se sont ajoutés récemment notamment les primes de 1900 euros données aux policiers qui pourraient représenter 500 millions d'euros. Et s'il existe un indéniable coup de fouet des Jeux sur l'activité, les économistes préviennent que l'impact aux Jeux Olympiques sera limité. Comparé à la taille de l'économie française, le cabinet d'études Asterès l'estime à environ 0,4% de notre PIB. Les Jeux devraient mobiliser au total 180 000 emplois selon la dernière estimation du Centre de droit et d'économie du sport. Il s'agira avant tout de contrats de courte durée. Autre défi, la sécurité, notamment celle de la cérémonie d'ouverture sur la Seine. Le président de la République a donc annoncé
envisagé des lieux alternatifs, le Trocadéro ou le Stade de France. Il a assuré en outre qu'il n'avait aucun doute sur le fait que la Russie puisse cibler les Jeux, y compris en termes informationnels, a-t-il dit. Le ministre de la Défense a fait savoir que 18 000 militaires seront mobilisables pendant les Jeux, dont 3 000 aviateurs chargés de la surveillance aérienne. Pour l'heure, les réservations en provenance de l'étranger sont en deçà des prévisions. Selon un sondage réalisé par Harris pour Atout France auprès de 1000 personnes, 69% des franciliens prévoient de rester en Île-de-France pendant les Jeux olympiques et paralympiques. Parmi eux, 33% affirment vouloir profiter de l'événement. Sur cette question, l'homme du pays qui a le siège du Comité international olympique, Richard Verly. Merci Philippe, il fallait bien en effet que le CIO atterrisse quelque part et comme il a atterri à Lausanne, me voici dans l'obligation de faire un premier diagnostic. Alors justement, si on écoute le CIO présidé par monsieur Thomas Bach, de nationalité allemande, et tout se passe plutôt bien. Parce que le CIO regarde les infrastructures. Les infrastructures, elles ont été livrées. Vous savez que le pari initial des Jeux Olympiques de Paris, c'est d'utiliser des infrastructures existantes. Et il y en a deux principales qui ont été construites. Le centre aquatique à Saint-Denis qui a été inauguré le 4 avril, et de l'autre côté, si l'on peut dire, du périphérique, du côté de la porte de la Chapelle, cette Adidas Arena, qui est ce centre indoor qui accueillera un certain nombre de compétitions. Hormis ces deux installations, tout le reste sera réutilisé. On pense notamment au Stade de France, on pense aux compétitions d'escrime au Grand Palais. Et il y aura également de construit, mais pas pour, je dirais, des compétitions, le fameux village des athlètes, qui lui a été inauguré le 29 février par Emmanuel Macron et qui sera ensuite converti en logements sociaux, nouveaux quartiers. Donc, sur le plan des infrastructures, il semble que ça joue, le calendrier est respecté et la France a jusque-là tenu ses promesses. Sauf que, il y a deux éléments que le CIO n'a pas pris dans son diagnostic, et pour cause. Premièrement, c'est les transports, vous l'avez dit Philippe, qui sera un vrai casse-tête, mais pas seulement pour les Parisiens, aussi pour accéder au site, aussi pour, je dirais, se mouvoir dans toute cette zone olympique, sans parler de la cérémonie d'ouverture et de tout le casse-tête que ça représente. Et puis le deuxième élément, et c'est là-dessus que je voulais démarrer, c'est la ferveur. Est-ce que ces Jeux Olympiques sont une aubaine parce qu'au fond, ils vont réveiller la France? C'est le pari d'Emmanuel Macron qui dit que ce sera une fête populaire et qu'au fond, plus on s'approchera du 26 juillet, plus la France oubliera ses tourments pour devenir une nation olympique à part entière, 100 ans après les Jeux Olympiques de 1924, puisque c'est ça l'idée, c'est les Jeux Olympiques du centenaire, cette compétition de 1924 étant considérée comme la première compétition de l'ère moderne. Et là, moi, j'ai beaucoup de doutes. D'abord parce que la ferveur, pardonnez-moi, et je parle sous le contrôle de mes collègues ici, on ne la voit pas. En tout cas, moi, je ne la vois toujours pas. L'aéroport, les gares ont commencé à se parer de quelques couleurs olympiques, mais ça reste très discret. Mais en tout cas, vous ne voyez pas cette ferveur que vous avez pu voir dans d'autres capitales à maintenant 100 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques. Ça, c'est le premier point. Donc, est-ce que la flamme, cette flamme-là, la flamme du moral français va s'allumer ? Pour l'instant, le point d'interrogation reste quand même assez important. Deuxième élément, l'économie. Alors, vous avez dit 8 milliards, Philippe. En réalité, on parle déjà de 11 milliards, alors que le budget annoncé était de 4,8. Donc, on est déjà en train d'avoir plus que doublé. Donc, il y aura un coût. Et est-ce que les recettes générées par ces jeux permettront de le couvrir? Attendons de voir, mais là aussi, c'est quand même un vrai point d'interrogation dans un pays dont on le sait qu'il a un problème, on l'a déjà dit ici, de déficit public, d'endettement et de dépenses problématiques. Et enfin, dernier point, il y a le contexte. Alors ça, pour le coup, ça échappe à la France. Il ne faut pas tout mettre sur le dos des autorités. C'est le contexte sécuritaire, le contexte international, parce que, alors lui, il peut éteindre la ferveur et augmenter la facture. Donc, ma réponse à votre question, Philippe, aubaine ou galère, je dirais pour l'instant, on est quand même encore plutôt sur la galère. Nicole Nisotto. Oui, alors c'est difficile de faire le bilan d'un événement qui n'a pas eu lieu. Et donc, la seule chose que l'on peut dire pour l'instant, c'est que premièrement,
le volet aubaine, c'est que les Jeux olympiques ont quand même été un accélérateur de modernisation de certaines infrastructures, en particulier en Île-de-France, pour certaines lignes de métro, la 14 notamment, pour le RER, pour comment dit-on, la traque de certains points de deal, et notamment en Seine-Saint-Denis, qui a concentré quand même la plupart des efforts d'investissement. Je crois que 80% des 1,7 milliard d'argent public dont vous parliez, Philippe, ont été consacrés au département de la Seine-Saint-Denis. Donc, on peut dire quand même que ces Jeux olympiques ont été un facteur de modernisation des infrastructures. Pour le reste, on ne sait pas, et c'est un peu comme... pardonnez-moi de la comparaison, mais c'est comme une maîtresse de maison avant une grande fête. C'est pas la fête qui domine, c'est le stress, parce qu'on a peur que tout se passe mal. Et là, effectivement, quand on fait la liste que la presse dresse de tout ce qui peut ne pas aller bien pendant les Jeux olympiques, il s'agit de sécurité, d'attaques cyber, d'attentats, de canicules, de saleté de la Seine, de grève de je ne sais qui, des transporteurs ou des policiers, etc., etc. On se dit que si on réussit ces Jeux olympiques, c'est que vraiment la France est un État exceptionnel. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une période de stress. Ce que je vais faire maintenant dans ce deuxième point, c'est comparer aux précédents Jeux olympiques. En fait, quand on regarde les 3 ou 4 autres Jeux olympiques, le bilan des avantages est très contrasté. On a un grand succès qui ont été les Jeux olympiques de Barcelone, qui ont vraiment changé la ville, modernisé cette capitale régionale, et avec des conséquences que l'on voit maintenant encore sur l'attrait de Barcelone en termes de tourisme et de vitrine de l'Espagne. À l'inverse, un autre échec, c'est Athènes en 2004. Barcelone, c'était 92. Et Athènes en 2004, là, on a eu un coût très important qui a été multiplié par 3. On est arrivé à 10 milliards d'euros. Et surtout, les Grecs ont tellement mal géré que certains considèrent que l'endettement supplémentaire a été à l'origine de la grave crise grecque qui va déferler ensuite dans les années 2008-2009. Si on regarde Pékin, en 2008, la facture est exorbitante, plus de 30 milliards d'euros. Et on peut supposer que c'est plus, ou de dollars d'ailleurs, je ne sais plus, mais parce qu'on peut supposer que les Chinois ont menti. Mais finalement, ça a été une très grande réussite si l'objectif des Chinois était de revaloriser leur image sur la scène mondiale. Les Jeux olympiques ont été pour eux une aubaine extraordinaire, et etc., etc. Et les plus récents sur Londres, par exemple, en tout cas les plus proches de la France en termes économiques et social, eh bien, le budget est apparemment, ils ont dépensé 10 milliards, ça a ramené 11 milliards, ou l'inverse, en tout cas c'est à peu près neutre, et donc c'est très difficile de faire un bilan des retombées économiques des Jeux olympiques. Troisième point pour finir, c'est vrai que la véritable préoccupation, c'est le contexte international. Je rappelle que la France a obtenu que Paris soit capitale des Jeux olympiques en 2024, elle l'a obtenu en 2017. C'est-à-dire, il y a 7 ans, une époque où on n'imaginait même pas le Covid, la Russie, enfin, un autre monde. Et d'ailleurs, en 2017, ils ont aussi accordé à Los Angeles les prochains Jeux olympiques. Et donc, il y a un tel différentiel de monde entre ces deux dates qu'aujourd'hui, on ne peut que s'inquiéter. Peut-être que ces Jeux olympiques seront les derniers Jeux avant la guerre. Je ne sais pas, mais on a effectivement un contexte qui est extrêmement pesant. Vous l'avez dit, 45 000 policiers seront mobilisés. Et c'est d'autant plus pesant que les Jeux olympiques ont toujours été dans l'histoire, enfin pas toujours, mais très souvent été dans l'histoire, une vitrine exceptionnelle pour des événements ou des luttes exceptionnelles. Et donc certains groupes, soit terroristes, soit politiques, pourraient être tentés effectivement d'utiliser cette vitrine, en plus à ciel ouvert sur la scène, si tout se passe bien, pour faire valoir un certain nombre de messages. On se souvient bien sûr dans le message terrible, les Jeux olympiques de Munich en 1972, mais il y a eu aussi des vitrines moins catastrophiques, en particulier lorsque les 2 athlètes noirs, dont j'ai oublié le nom, ont levé le poing
fois, c'était aux Jeux Olympiques, je crois, de Mexico, pour faire passer un message de lutte contre l'apartheid. Donc ça, c'est vraiment la chose immaîtrisable et inquiétante. Akram Belkaïd. Oui, je rejoins mes deux camarades sur cette question du stress avant la compétition et de l'interrogation sur ce que sera le bilan de cette compétition. C'est vrai que la ferveur, elle ne se décrète pas, elle se vit, et pour qu'elle puisse exister, il faut aussi avoir du contenu sportif aussi à proposer aux gens. Je me souviens qu'avant la Coupe du Monde que la France a organisée en 1998, on avait ce sentiment aussi déjà à l'époque d'une espèce c'était le climat était maussade, on avait peur des hooligans, on n'était pas sûr de ce qu'allaient être les performances de l'équipe de France qui se faisait descendre tous les jours par la presse, notamment par le quotidien L'Équipe. Et puis, on sait comment ça s'est terminé dans la joie et la bonne humeur et l'exaltation totale. Donc, je dirais que le déroulé des Jeux lui-même décidera de est-ce que ces Jeux vont rester dans la mémoire ou pas. Et pour cela, il faudrait qu'il y ait des performances remarquables, qu'il y ait des personnalités qui se dégagent. Les Jeux, par exemple, de Los Angeles de 1984 n'auraient jamais été les mêmes s'il n'y avait pas eu Carl Lewis et ses grandes performances, ses multiples médailles, alors qu'avant, la compétition avait été plus ou moins critiquée pour la démesure des investissements. Le deuxième point mais qu'est-ce qu'il en restera aussi sur le plan des infrastructures? Alors effectivement, modernisation des transports. J'ouvre une parenthèse pour rappeler que les JO de Paris illustrent bien le fameux adage selon lequel les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Je rappelle qu'en 2017, justement, dans le programme, dans le dossier de Paris, les transports devaient être gratuits pendant les Jeux. Ça ne sera pas le cas. Il y a des tarifs qui vont être prohibitifs. Et effectivement, tout cela entretient la crainte des Parisiens et des touristes qui regardent à deux fois avant de venir, et d'où le taux de réservation qui est en deçà de ce qui était attendu. Mais l'autre question, c'est que en règle générale, et là c'est pour aller à rebours d'un argument très très avancé par les politiciens et nos dirigeants, c'est que les Jeux olympiques en règle générale ne provoquent jamais un engouement pour la pratique sportive. C'est-à-dire que espérer que les Français se mettent au sport parce qu'il y aura les Jeux Olympiques à Paris, c'est faire fausse route. Et c'est oublier qu'en fait, si les gens doivent faire du sport, c'est qu'il faut des infrastructures, il faut une vraie politique du sport, et il faut surtout, et ça c'est un sujet dont on parle peu, il faut surtout le sport à l'école. Et le sport à l'école en France, c'est vraiment le parent pauvre d'une éducation qui est déjà très, très malmenée. Marc-Olivier Badis. Oui, pour ne pas anticiper sur la question de la ferveur, je voudrais parler aussi des infrastructures, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on peut dire de plus clair sur l'héritage des Jeux Olympiques. Et effectivement, Nicole l'a rappelé, beaucoup de Jeux à Barcelone, à Londres, ont été des moments d'aménagement urbain et d'accélération des mutations urbaines. Et c'est tellement vrai que c'est lié à l'histoire même, parce que en 1900, à Paris, les Jeux Olympiques étaient l'annexe de l'exposition universelle. Et c'est qu'à partir de 1924 qu'on a déconnecté exposition universelle Jeux Olympiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les équipements? D'abord, il y a trois choses à avoir en tête à ce propos-là. D'abord, que le Comité international olympique demande aux villes candidates d'intégrer maintenant des objectifs de développement durable et de sobriété budgétaire. C'est pour ça que Paris a été choisi, parce que, comme l'a rappelé Richard, la plupart des équipements sont déjà en place, et donc on ne va pas dépenser des sommes folles comme Rio ou les Chinois. Deuxième chose à avoir en tête, c'est la baisse d'intérêt des villes pour l'organisation de l'événement. Nicole a rappelé qu'en 2028, c'est Los Angeles qui a été choisi, mais Los Angeles était la seule ville candidate. Et en 2032, ce sera Brisbane en Australie, également seule ville candidate. Donc il y a vraiment une baisse d'intérêt, parce qu'il y a cette interrogation, est-ce que c'est vraiment un atout? Est-ce qu'il y a vraiment des bénéfices à attendre?
Troisième chose à avoir en tête, c'est qu'on s'inscrit aussi dans un contexte de développement de ce qu'on appelle l'urbanisme temporaire. C'est-à-dire que ces Jeux de Paris vont mettre beaucoup en avant des installations temporaires. Et ça a il y a deux choses importantes. D'abord, par rapport à ce que vient de dire Akram, sur la pratique du sport, il faut le dire, quand on compare à d'autres métropoles européennes, Paris est sous-équipé en termes d'équipements sportifs, notamment en termes de piscines, de gymnases. C'est une vraie misère pour les enfants. Et donc, le fait, maintenant, on met des équipements en plein air, il y en a beaucoup plus à Paris, et ça permet quand même des choses. Et puis, les équipements temporaires vont permettre quand même de développer peut-être un peu d'activité sportive. La deuxième chose, c'est que le paradoxe de cet équipement pour les Jeux Olympiques à Paris, c'est que on va faire des équipements, ils commencent à être en place d'ailleurs, au centre de Paris pour l'image, donc les Invalides, la Tour Eiffel, et même l'équitation qui sera avec le château de Versailles en perspective. Mais en réalité, les vrais équipements, c'est la Seine-Saint-Denis, c'est le nord de Paris, c'est autour de la station Pleyel. Et là, il y a une reconstruction urbaine qui est quand même intéressante et qui laissera des traces. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est le fait que Paris ait été candidate en 2008 et 2012, ça a permis à tous les acteurs déjà de repérer les lieux, de commencer. Par exemple, le campus Condorcet, qui est au nord de Paris, avait été repéré et commencé à être aménagé parce que, en vue de la candidature de Paris. Et donc, ça a facilité les choses. Maintenant, juste 3 remarques. Effectivement, premièrement, sur les infrastructures, les transports ne sont pas prêts. Ça, c'est quand même le point noir. Mais il faut rappeler la densité de l'Île-de-France. C'est compliqué de rajouter des structures de transport. Deuxièmement, c'est l'aménagement du Nord. Là, il y a des choses quand même intéressantes en termes d'équipement qui fait que, en fait, il y avait un bâtiment surtout à livrer. Donc, c'était quand même relativement modeste, mais c'est quand même intéressant. Et puis, il y a un effet structurel de long terme qu'on n'a pas parlé, c'est la qualité de l'eau, qui peut quand même être un effet bénéfique. C'est-à-dire que la Seine est censée être baignable. Moi, je ne me baignerai pas, je le dis tout de suite. Mais c'est quand même intéressant d'avoir fait cet effort d'équiper. D'abord, c'est tout à fait frappant pour Philippe, qui s'intéresse beaucoup à l'histoire de Paris, à quel point la Seine est devenue tout à fait centrale dans l'image de Paris depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. C'est vraiment, et c'est lié d'ailleurs à un urbanisme, beaucoup de villes. On pense à Bordeaux, par exemple, la reconquête des berges, etc. Et c'est vrai que le fait que l'ouverture se passe sur la Seine, on voit bien la centralité que prend la Seine. Donc la qualité de l'eau, c'est quelque chose d'important. Et il faut dire là qu'il y avait des retards tout à fait surprenants, notamment sur la propreté de la Marne. Il y avait encore beaucoup de résidences privées qui n'avaient pas de raccordement au Toutalougu et qui déversaient directement dans la Marne. Des milliers et des milliers de points de raccordement étaient à faire. Donc là, on a forcé un peu les propriétaires à mettre en place les branchements nécessaires. Et ça, c'est quand même un atout qui restera. On le fait aussi pour les péniches, pour les quais. Et pour Paris, en fait, le problème de Paris, c'est que quand il y a un orage fort, les sols sont lessivés. Et donc, toutes les déjections qui sont sur les sols se précipitent dans la Seine. Et donc, on a construit sous Paris des très grands réservoirs pour faire des réservoirs tampons en cas de grand orage, pour retenir l'eau et la filtrer à ce moment-là, etc. Donc, des équipements quand même très, très lourds, mais qui sont des gains à long terme pour la qualité de vie en Île-de-France. Nicole Nisetto. Oui, juste ajouter quelques points pour expliquer l'absence de ferveur. D'abord, l'équipe olympique française, les équipes olympiques françaises n'ont jamais été des grandes vedettes du sport international. C'est pas comme le football. Donc, effectivement, il y a moins de ferveur parce que les grands, non. Non, par rapport aux Américains. C'est oublié Jean-Claude Killy pour le ski, c'est oublié Guy Drut pour l'athlétisme. Quand même, je parle des équipes, je parle pas des personnages. Mais les Jeux Olympiques, les médailles d'or, en général, on n'est pas premier dans le nombre de médailles d'or qu'on a aux Jeux Olympiques. Donc, l'enjeu est moins fort
fort que quand on a une Coupe du Monde de football. Deuxièmement, il est connu que les Français sont le peuple le plus déprimé de la Terre. À chaque fois qu'on a un sondage sur l'avenir, les Français sont carrément champions de la vision apocalyptique de l'avenir. Donc je suppose que ça joue aussi pour les Jeux Olympiques. Surtout, alors, 2 autres points, pourquoi il n'y a pas cette ferveur? Moi, je suis étonnée, alors ce n'est pas un sujet que je suis au quotidien, mais quand même, de l'absence d'icônes françaises pour personnaliser ces Jeux Olympiques. Alors, il y a Tony Estanguet, mais qui est un sportif très connu, très reconnu, mais on n'a pas une mobilisation d'icônes. Je ne sais pas, moi, que fait Zidane, que fait Marion Cotillard. On n'a pas réussi à mobiliser... Marion Cotillard, la célèbre sportive, oui, non, mais pas celle des qui est sportifs, championne de publicité, non? mais C'est des ça, gens qui pourraient porter un événement médiatique, pas forcément des sportifs. Je trouve que on a une espèce de Je suis sûr que Marion Cotillard, si vous y mettez le prix, elle vous portera l'événement. On a une image vous plate de ces même Jeux votre qui ne prochaine... sont représentés symboliquement par aucun visage. Et même les grands sportifs, je ne les vois pas. Je ne les vois pas sur les affiches. Richard Verlet. Troisièmement... Bon, Richard Verlet. Alors, il y en a il y a une figure qui domine ces Jeux Olympiques, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il en a fait ses Jeux. Non, mais c'est quand même important de le dire parce que je ne sais pas si les Jeux Olympiques étaient à ce point personnalisés autour d'une figure politique pour les éditions précédentes que nous avons citées. Ce sont les Jeux d'Emmanuel Macron puisque Nicole l'a redit, ils ont été attribués en 2017, c'est-à-dire au début de son premier mandat, et il est omniprésent sur ces Jeux, il inaugure chaque infrastructure, et là, je pense qu'il y a peut-être un problème. Parce qu'Emmanuel Macron est, on le sait, une figure qui polarise énormément la société française, qui la fracture même. Et de ce point de vue, on peut comprendre de sa part le calcul politique ou simplement la volonté de promouvoir la France, mais je ne suis pas sûr que son omniprésence olympique soit nécessairement une bonne nouvelle pour la ferveur. Et peut-être aussi, lui et d'autres n'ont-ils pas sauté sur l'occasion qui se présentait de prendre prétexte de cet événement international et de toutes les transformations importantes et d'ailleurs fécondes, comme on l'a dit sur plusieurs sujets, comme le rappelait Marc-Olivier Padis à propos des bassins de captation des eaux usées, pour donner au Grand Paris une réalité qui soit autre chose que ce millefeuille administratif qui fait que les choses avancent à reculons, d'une manière générale. Et ça, je pense, c'est une occasion qui a été manquée, en partie sans doute parce que les obstacles étaient difficiles, mais je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment essayé de les franchir. Nicole Nesotto veut nous livrer la fin de sa pensée. Je voulais juste ajouter sur les personnages qui fédèrent soit une opposition, soit un enthousiasme pour ces Jeux. Il y a Madame Hidalgo. Beaucoup souhaiteraient que son image et donc la possibilité de sa nouvelle candidature pour les municipales dans 2 ans souffrent des Jeux Olympiques. Merci. Je vous propose que nous passions à notre deuxième sujet. Poutine est-il ou non le vainqueur du chaos entre Israël et l'Iran? Depuis le 7 octobre, Moscou a reçu à 2 reprises des dirigeants du Hamas avec leurs parrains iraniens. Dans l'immédiat, Moscou continue d'apporter son soutien à l'axe de la résistance, son expression, c'est-à-dire l'alliance politico-militaire entre l'Iran, la Syrie et les milices armées pro-Iran. Celle-ci remplit 2 objectifs, fragiliser la présence américaine au Moyen-Orient et ouvrir un autre front pour détourner les moyens et l'attention de Washington de la guerre en Ukraine. Elle permet aussi d'affaiblir la domination occidentale sur les affaires du monde. Moscou, qui n'a pas condamné l'attaque iranienne sur le territoire israélien, voit dans cette crise l'occasion d'enfoncer un coin entre l'Occident et le reste du monde. Et après le lancement de drones et de missiles iraniens sur Israël dans la nuit du 13 au 14 avril, le représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies a évoqué une réponse légitime de la part de l'Iran et il a préféré insister sur l'hypocrisie occidentale dans le dossier. L'Iran est un allié vital de Moscou dans sa guerre contre l'Ukraine et fournit à la Russie drones et missiles. À la mi-mars, la Russie et l'Iran, avec la Chine, conduisaient des manœuvres militaires conjointes en mer d'Oman. C'est aussi
au nom du face-à-face avec l'Occident que Moscou a sacrifié ses bonnes relations avec Israël et une politique régionale marquée jusque-là par un souci d'équilibre. Le politologue Gilles Kepel observe que les relations entre l'Iran et la Russie ont évolué. Autrefois, les Iraniens étaient les alliés obséquieux des Russes, mais leur position a été renforcée parce qu'ils ont fourni à Poutine à un moment crucial des missiles Shahed qui ont fait des ravages en Ukraine, cassant le moral de la population. Stratégiquement, Moscou a tout intérêt à l'ouverture de fronts secondaires, estime Jean-Sylvestre Montgrenier de l'Institut Thomas More. Ceux-ci conduisent les États-Unis et leurs principaux alliés à disperser leur attention et leur énergie politique, mais aussi à réallouer leurs efforts diplomatiques et leurs moyens militaires. Grâce à la crise, la Russie a une nouvelle occasion de répandre son narratif anti-occidental, explique Anna Borchevskaya, experte au Washington Institute. Pour l'instant, la Russie est gagnante. La guerre en Ukraine constitue une priorité absolue pour la Russie et les tensions au Proche-Orient sont analysées à l'aune de ce prisme. Des analyses russes citées dans la presse ajoutent la possibilité qu'une escalade provoque une hausse des prix de l'énergie, bénéfique à l'économie russe, mais avec l'escalade du conflit avec l'Iran, les Américains pourraient juger nécessaire d'allouer en urgence des aides financières à Israël, ce qui impliquerait de verser aussi le paquet d'aide à l'Ukraine, en jeu 60 milliards de dollars pour Kiev, une somme qui pourrait permettre aux Ukrainiens de tenir leur ligne de défense. Sur cette question, Nicole Nesotto. Alors, a priori, oui, Poutine est gagnant de ce conflit ouvert maintenant entre Israël et l'Iran et plus généralement de la situation au Moyen-Orient. C'est le président ukrainien lui-même, Volodymyr Zelensky, quand il a rencontré en novembre Ursula von der Leyen, il a dit qu'il regrettait que le conflit avec Hamas détourne l'attention des Occidentaux du conflit ukrainien. Donc, effectivement, Poutine peut se réjouir de cette diversion. Il y a même plusieurs arguments qui confortent la situation assez confortable de Vladimir Poutine aujourd'hui. Premièrement, pour les États-Unis, c'est évident qu'Israël est 1000 fois plus important dans la politique étrangère et dans la politique de défense américaine que l'Ukraine. Anthony Blinken est déjà allé 5 fois, fait 5 tournées au Moyen-Orient. L'aide militaire israélienne à l'Ukraine est considérable. Alors, je ne sais pas comment ce chiffre a été calculé, mais 124 milliards de dollars depuis la création d'Israël, avec une moyenne de 3,8-4 milliards par an. Et très récemment, en février, donc 2024, les Américains ont débloqué une nouvelle aide militaire à Israël de 3,7 milliards avec des avions de combat et l'arsenal de toutes les bombes qui vont avec. Donc, c'est autant de soutien militaire, d'armement qui va à Israël et qui n'irait pas à l'Ukraine. D'ailleurs, Zelensky dit aussi qu'une des raisons pour lesquelles il manque d'obus de 155, c'est parce qu'une grande partie est achetée par les Israéliens. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, la perspective dans ce contexte de conflit avec l'Iran d'une victoire de Trump renforce la main de Poutine. Alors, il n'est absolument pas sûr que Trump gagne les élections, mais si il y avait une victoire de Trump, ça renforcerait la main de Poutine. Pourquoi ? Parce que les républicains font tout ce qu'ils peuvent aujourd'hui au Congrès pour découpler les deux aides, découpler l'aide à Israël de l'aide à l'Ukraine, alors que Joe Biden et les démocrates veulent absolument que ces deux aides restent ensemble. Les républicains ont récemment, en décembre, proposé d'allouer une aide de 17 milliards à Israël supplémentaire, qui a été refusé justement parce que c'était découplé de l'aide ukrainienne. Mais si Trump arrive au pouvoir, il est évident que le découplage aura lieu entre les deux aides. Et ça, c'est très mauvais pour l'Ukraine et donc très bon pour Poutine. Et enfin, dernière raison pour laquelle Poutine peut se réjouir, c'est que les Européens se divisent énormément sur cette affaire, sur cette guerre au Moyen-Orient, et tout ce qui divise les Européens et surtout les sépare des Américains est bon pour Poutine, en particulier sur la reconnaissance de la Palestine et sur l'arrêt des livraisons d'armes à Israël. Les Européens connaissent aujourd'hui un vrai clivage et ceci ne peut qu'être qu'encourager d'autres clivages sur le soutien à l'Ukraine. Toutefois, je pense qu'il y a au moins trois raisons pour lesquelles Poutine ne peut pas quand même se réjouir complètement de la détérioration de cette situation. Premièrement, l'attaque israélienne à Damas le 1er avril
qui a été quand même à l'origine de la réplique iranienne, contrairement à ce qu'on laisse entendre. Cette attaque israélienne, elle a eu lieu à Damas, dans une ville où les Russes ont tous les services de renseignement possibles. Or, apparemment, ils ont été aussi surpris que les Iraniens. Donc déjà, Poutine peut se poser un certain nombre de questions sur l'excellence de ces renseignements. Deuxièmement, la réplique iranienne sur Israël le 14 avril, elle a été un échec monumental, puisque 99% des drones et des missiles ont été interceptés par les Occidentaux. Donc Poutine peut se dire que les drones iraniens qu'il reçoit, lui, dans sa guerre en Ukraine, sont pas si formidables que ça, parce qu'ils n'arrivent pas à franchir les défenses antiaériennes de l'opposant. Et pour les Iraniens, c'est quand même été une humiliation importante. Je crois qu'il y a un missile qui a réussi à percer. Et troisième raison pour laquelle Poutine peut quand même s'interroger, c'est que la participation des Occidentaux, en particulier les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, dans l'interception de ces missiles, de ces drones iraniens, a été une démonstration de force et de coordination entre les Occidentaux extraordinaire. Et donc Poutine peut se dire, si jamais les Américains, les Anglais et les Français décidaient de faire la même chose, de contrer mes attaques sur l'Ukraine, eh bien, je n'irai pas très loin. Donc, le contexte est favorable pour Poutine, mais l'avenir n'est pas aussi éclatant qu'il n'y paraît. Akram Belkaïd. Oui, sur ce qui vient de se dérouler, sur cette séquence d'attaques, de riposte et de riposte à la riposte, c'est vrai qu'on peut penser que la Russie tire un avantage certain dans la mesure où ça divise ses adversaires, ça vient d'être dit, ça crée des tensions entre les alliés, ça génère de la frustration en Ukraine, puisque Zelensky a tout de suite regretté le fait que ce qui est offert à Israël comme protection antiaérienne ne l'est pas à son pays, et que là où on peut intercepter des missiles iraniens, on ne le fait pas pour les missiles russes et les drones qui s'abattent sur le territoire ukrainien. Donc effectivement, c'est un bénéfice certain. On va pas le nier. Là où je suis plus prudent, c'est sur qui est vraiment quel est celui qui tire les marrons du feu de cette affaire. Et je pense qu'il ne faut pas oublier tout de même que, à mon avis, le principal bénéficiaire, entre guillemets, de cette affaire est d'abord M. Netanyahou lui-même. Il y a un an, M. Netanyahou était sur la sellette. Son peuple manifestait tous les samedis pour lui demander son départ. Il avait des questions de justice. Et là, aujourd'hui, on sait très bien, on l'a très bien compris, la presse israélienne le dit tous les jours, et pas simplement le quotidien Haaretz, que pour lui, cette montée des périls, cette escalade militaire vaut pour maintien au pouvoir en tant que Premier ministre, et qu'il n'est pas question de déclencher des élections, et que sa coalition, formée notamment par des gens d'extrême droite, pour le moment résiste à tout ça. Et que ce dialogue par missile interposé fait que le camp Netanyahou en sort renforcé. Là où je suis peut-être aussi plus nuancé, je ne crois pas que les relations entre justement la Russie et Israël soient à ce point détériorées. Nicole vient de l'évoquer, mais ça fait des années qu'Israël bombarde de manière régulière le territoire syrien, pour viser soit des installations du Hezbollah libanais, soit pour carrément viser des installations iraniennes, des pasdaran, des gardiens de la révolution. Ces bombardements, ces ciblages, ces frappes, comme on dit, ne peuvent pas avoir lieu sans un minimum de coordination avec la puissance tutélaire de la Syrie, qu'est aujourd'hui la Russie. Donc il y a une espèce de jeu convenu, de dialogue plus ou moins explicite, implicite, entre la Russie et Israël sur cette question-là. Et les Russes, effectivement, aujourd'hui, se veulent les fédérateurs de ce qu'on appelle le Sud global, en essayant de montrer que Israël n'est pas sanctionné quand elle bombarde un consulat iranien, mais que dès lors qu'elle est bombardée, ça pose des soucis. Mais il y a toujours un canal, je dirais, assez constant et assez fort, qui fait que Moscou et Tel Aviv gardent un lien de relation assez important. Et j'en veux aussi pour preuve qu'Israël est tout de même à la traîne
par rapport aux Occidentaux sur la question des sanctions à l'égard de la Russie. Et que c'est un motif d'agacement très fort aux États-Unis. L'administration Biden, à plusieurs reprises, a quand même reproché à Israël de ne pas être suffisamment à l'écoute et actif sur les questions des sanctions. Alors effectivement, il y a deux motifs de rivalité majeurs entre la Russie et Israël. Il y a cette question de l'Iran, où Israël reproche aux Russes de soutenir le régime des Mollahs. Mais il y a aussi un autre dont on ne parle pas beaucoup, qui est la question de l'Arménie. Vous avez une configuration totalement improbable où l'Arménie est soutenue aujourd'hui par l'Iran, mollement soutenu par la Russie, et en face, vous avez un Azerbaïdjan vindicatif, belliqueux, belliciste à l'égard de l'Arménie, qui est soutenu, entre autres, par Israël. Et donc, ce jeu-là, il est toujours en toile de fond par rapport à ce qui se passe entre l'Iran et Israël. Richard Verly. Alors, j'aimerais que les nuances exprimées par Nicole se confirment. Il est vrai que si on regarde, je dirais, l'équilibre géopolitique, Poutine peut potentiellement avoir à perdre, notamment dans une mobilisation occidentale forte, puisque lorsque l'Occident se mobilise, en tout cas les alliés européens avec les États-Unis, on voit que c'est efficace dans le cas de la protection d'Israël. Malheureusement, moi je serais assez favorable à la thèse selon laquelle Poutine est quand même le grand gagnant. Il est le grand gagnant de ce qui se passe. Il est le grand gagnant pour deux raisons. La première, c'est que toute une série de pays, ce qu'on appelle à tort sans doute le Sud global, mais en gros, plus on s'éloigne de l'Europe, plus le sentiment est que les Occidentaux, au fond, toutes les critiques qu'ils adressent à Poutine, toutes les raisons qu'ils mettent en avant pour résister à Poutine, ils les oublient quand il s'agit d'entrer en guerre aux côtés d'Israël. Et dans ce cas de figure, c'est une riposte de l'Iran, on l'a dit, à une attaque d'Israël sur le consulat iranien à Damas, même si on sait que dans l'endroit visé, il y avait des généraux qui aident directement le Hamas. Donc c'était une cible à l'évidence militaire. Donc ce deux poids, deux mesures, il est dévastateur. Il est dévastateur pour les pays européens, pour les États-Unis, et les pays européens, je le rappelle, sont quand même la première cible de Vladimir Poutine. C'est là où il tente de fracturer l'opinion, c'est là où il tente d'affaiblir le continent pour obtenir ce qu'il veut en Ukraine. Et plus on est solidaire d'Israël, de ce point de vue-là, militairement, plus on donne du crédit à ce deux poids deux mesures qui permet à Vladimir Poutine de l'exploiter. La deuxième élément, c'est que l'Iran va avoir de plus en plus besoin de la Russie. Et pour la Russie, l'Iran est un allié très utile. C'est un allié très utile, au même titre que la Corée du Nord, parce que c'est un allié qui, ne l'oublions pas, dispose d'un réseau, disons, de soldats de l'ombre, je ne sais pas comment les appeler, mais en tout cas de djihadistes potentiels que l'Iran contrôle par des proxys, par une nébuleuse d'argent et d'influence qui quand même permet au régime de Téhéran de pouvoir activer, s'il le désire, la menace terroriste. Et même si la menace terroriste ne se manifeste pas, espérons-le, par des attentats, elle mobilise les pays européens, elle les oblige à dépenser beaucoup pour leur sécurité et donc elle inquiète les populations. Et autre élément favorable à Vladimir Poutine, c'est que l'Iran a une industrie militaire que l'on connaît, celle des drones. Il y a un savoir-faire dans des domaines qui peuvent être très utiles à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Peut-être même, ne sait-on pas, l'envoi d'éléments de supplétifs iraniens à un moment donné, sous une forme ou sous une autre, sur le front, parce que la Russie recrute aussi des mercenaires. Bref, j'aimerais que Poutine soit mis en difficulté par ce qui se passe. J'ai malheureusement peur que, pour l'instant, il tienne le haut du pavé. Marc-Olivier Padis. Moi, je trouve particulièrement difficile dans cette situation chaotique et au bord de l'escalade de discerner qui peut être gagnant ou perdant de la situation. J'ai quelques remarques. Premièrement, sur les inquiétudes de l'Ukraine, sur le fait que les événements au Proche-Orient détournent l'attention de la situation ukrainienne. C'était une inquiétude légitime soulevée par le président Zelensky, mais je remarque quand même que le speaker de la Chambre des représentants américains, qui est un protestant illuminé sous
la coupe des Trumpistes, a quand même décidé de mettre à l'ordre du jour le débat sur l'aide à l'Ukraine, et donc le dossier va peut-être se débloquer. Deuxième point, sur les relations entre Israël et la Russie, c'est assez complexe. Comme l'a expliqué Akram, il y a aussi une dimension de politique intérieure qui est assez importante, c'est-à-dire que dans les mutations de la société israélienne dans les 20 dernières années, une chose importante qui a été l'arrivée des Russes juifs en Israël qui se sont installés. Mais en fait, on parle souvent des Juifs russes qui ont quitté l'Union soviétique pour s'installer en Israël, mais peu des Juifs ukrainiens. Et en fait, il y a aussi beaucoup d'Ukrainiens en Israël. Et donc, il y a une espèce d'équilibre entre les Russes et les Ukrainiens qui fait que Israël fait très attention pour des raisons de politique intérieure. Alors évidemment, il y a la question du Sud global qu'on a abordé, tous ces discours sur l'hypocrisie de l'Occident, le deux poids deux mesures. Bon, ça fait partie de la guerre informationnelle aussi, effectivement, que Poutine peut activer contre l'Occident. Mais je pense qu'on peut la relativiser d'une certaine manière en rappelant que bon, tout ça, c'est une rhétorique qu'on comprend très bien. En même temps, sur les relations entre Moscou et Téhéran, dans les deux cas, c'est quand même des sujets annexes pour ces régimes. C'est pas vraiment leur première priorité. Ce sont deux régimes pour lesquels la priorité, ça reste l'équilibre intérieur et les questions de politique intérieure. Ce sont dans les deux cas des régimes affairistes dont la base politique et civile est très faible. Ils sont tous les deux dans des situations économiques quand même très faibles, sous sanctions. Ils dépendent tous les deux des hydrocarbures de façon tout à fait négative. Et puis, les deux régimes sont dans des situations de méfiance vis-à-vis de leur société, méfiance aussi réciproque, au point que les mollahs ne peuvent pas supporter que les femmes enlèvent leur foulard et que Poutine ne peut pas supporter que quelqu'un au fin fond d'un camp sibérien reste en vie. Donc, c'est quand même... Il y a une certaine fragilité, malgré tout, de ces régimes, je le dis, même si ça peut paraître aujourd'hui décalé. Et puis, dernier point, moi, je trouve le point le plus préoccupant, c'est sur les relations entre Israël et États-Unis. Parce que, à propos de la riposte à la riposte, j'ai regardé ce que disent les experts israéliens de la sécurité. Et à propos de la riposte israélienne, ils disaient 3 choses. 1, surtout ne pas faire d'escalade. 2, surtout ne pas viser des structures nucléaires en Iran. Et 3, surtout, souligner 3 fois, ne rien faire sans l'appui américain. Or, si on pense que les événements qui sont passés dans la nuit de jeudi à vendredi sont la réplique israélienne, il y a un peu des éléments très codés pour dire c'est pas de l'escalade parce qu'on envoie des drones et pas des missiles, on cible une cible militaire et pas civile, on tape près d'Isfahan mais pas les structures nucléaires, très bien. Mais en tout cas, Washington a fait savoir qu'ils n'étaient pas d'accord. Et donc, Netanyahou a décidé de montrer qu'il menait des actions sans l'appui de Washington. Et là, il me semble qu'on rentre en terre inconnue. Akram Belkaïd. Oui, alors 2 points par rapport à ce qui vient d'être dit. Effectivement, l'Iran a des proxys. Il a les houthistes au Yémen qui donc sont en train de mettre le bazar dans le trafic commercial et maritime dans la mer Rouge. Il a le Hezbollah. Il a aussi, on l'oublie toujours, les milices irakiennes qui sont autant de menaces pour les bases américaines dans la région. Et effectivement, il y a ces leviers-là. Mais il y a un élément dont on ne parle jamais et qui complique, à mon avis, la situation encore plus, qui est qu'aujourd'hui, dans un contexte de regain d'activité terroriste de l'ex-État islamique, la cible numéro 1, en tout cas l'une des principales cibles de Daesh, c'est l'Iran. Et Daesh s'est aussi attaqué à la Russie. Et donc, ça permet au régime iranien de développer tout un discours sur qui est vraiment Daesh, qui finance Daesh, est-ce que ça vient des monarchies du Golfe, est-ce que, pas forcément les régimes, mais des personnalités qui jadis finançaient d'autres mouvements radicaux. Donc, il y a ce facteur de propagande qu'il ne faut pas sous-estimer. Et le deuxième point, justement, c'est que, effectivement, vu d'Occident,
pour nous, la riposte à la riposte iranienne, la riposte iranienne a été un échec parce qu'effectivement, ça n'a pas touché grand-chose et que 99% des drones et des missiles ont été interceptés. Bien entendu, le régime des Mollahs dit exactement le contraire, dit qu'ils ont montré qu'Israël avait besoin de l'aide extérieure pour se défendre, qu'eux envoyaient en fait un peu de ferraille avec des bombes accrochées et que ça obligeait les Israéliens à dépenser l'équivalent d'$1 milliard pour se défendre. Mais surtout, ce qui frappe tout de même, ce qu'il faut rappeler, c'est que ça fait, puisqu'on parlait de sport tout à l'heure, c'était quand même assez téléphoné. C'est-à-dire que, et même en Iran, beaucoup de gens se sont moqués, la rue s'est moquée de ce missile qui met 6 heures pour arriver, on annonce qu'on va attaquer, on alerte tout le monde, etc. Et tout. Donc ça a donné quand même tout de même l'impression d'une riposte pour plaire à la galerie, mais tout en faisant très attention à ne pas dépasser une certaine ligne rouge. La question étant, dans ce jeu de riposte à la riposte, et il va forcément y en avoir une autre côté israélien, c'est à quel moment, justement, cette fameuse ligne rouge va être dépassée par l'un ou l'autre des protagonistes. Nicole Nisotto. Oui, deux petits points sur ce qui est dévastateur. Ce qui est dévastateur, effectivement, c'est notre attitude de 2 poids, 2 mesures. Et en particulier, l'impossibilité que nous avons, quand je dis nous, c'est les gouvernements et l'ensemble des Occidentaux, à séparer la défense de l'existence d'un État d'Israël et la condamnation de la politique de ce gouvernement Netanyahou. Il y a pratiquement une impossibilité de séparer les deux choses, qui fait que maintenant qu'Israël est attaqué de nouveau par l'Iran, la critique du gouvernement d'extrême droite, quand même, il faut le dire, de Netanyahou, va devenir très minoritaire. Ça, je crois que c'est dévastateur, pas seulement dans l'image de l'Occident dans le Sud, mais dans nos sociétés, dans nos propres sociétés. Deuxièmement, ce qui est dévastateur surtout, je crois, c'est qu'on est en train de créer ce que l'on redoute. C'est-à-dire, depuis des années, les Américains nous disent, attention, il y a un axe des perturbateurs, un axe du mal, pour reprendre les propos qui étaient autrefois de Bush. Attention, il y a un axe du mal, Russie, Chine, Iran, et on est en train nous-mêmes de le créer en pointant du doigt les connivences réelles entre ces 3 pays, et en particulier, donc ça c'était mon dernier point, moi je remercie Akram d'avoir évoqué la question, cette espèce de proclamation de l'Iran sur sa retenue. L'Iran, on dit aux Américains, vous avez vu comme on a été dans la retenue, dans cette riposte à l'attaque israélienne. Or, malgré tout ça, on voit bien que du côté occidental et du côté américain, les Iraniens sont dans le camp du pire, avec la Chine, avec la Russie, et malheureusement, eh bien, peut-être qu'une alliance formelle entre les 3 sera créée par ces incidents. Je vous remercie. Je vous propose que nous prenions acte de ce que l'heure de notre dernière séquence, la séquence des brèves, a sonné. Et je donne la parole à Marc-Olivier Padis. Oui, je voudrais vous présenter un livre dont j'attendais la parution en français depuis longtemps, donc chez Gallimard, d'un historien allemand contemporain qui n'avait pas été traduit jusqu'à présent en français, qui s'appelle Karl Schlegel. Et le titre du livre, c'est « L'avenir se joue à Kiev, leçon ukrainienne ». Karl Schlegel est un donc historien de l'espace russe et post-soviétique. Et j'attendais ce livre depuis longtemps parce qu'en 2014, après l'annexion de la Crimée et puis le développement des mouvements irrédentistes dans le Donbass, l'historien américain Timothy Snyder, qui a écrit un grand livre de référence qui s'appelle « Terre de sang » sur cette région, avait organisé une rencontre à Kiev où je m'étais rendu et où j'avais rencontré Karl Schlegel, qui avait pris la parole de façon assez marquante. Il avait expliqué comment, pour un historien comme lui, spécialiste de l'espace russe, il avait passé une 30aine d'années à ne pas voir l'Ukraine, comme si l'Ukraine était transparente. Et c'est ce qu'il appelle dans ce livre, où il revient par un essai d'égo-histoire sur son parcours, ce qu'il appelle le russocentrisme du regard allemand. C'est-à-dire que les Allemands, une partie, on sait qu'il y avait toute cette ostpolitique, cette politique favorable à la Russie, ou en tout cas à l'apaisement avec la Russie. Il y a un intérêt
allemand pour la Russie, qui s'est fait au détriment, avec une ignorance de l'Ukraine tout à fait manifeste. Et donc, il a décidé depuis de travailler beaucoup plus sur l'Ukraine et de se rendre compte de l'importance de l'Ukraine dans cette culture, disons, russophone ou de cet espace post-soviétique. Et l'autre particularité de son travail qui est très intéressante, c'est que c'est quelqu'un qui s'intéresse aux villes essentiellement. Il voyage beaucoup dans les villes et il trouve que la ville est à la bonne mesure entre micro-histoire et macro-histoire, c'est-à-dire c'est du temps condensé, une ville, dans lequel un regard historique est très intéressant et où on peut lire l'histoire et les mutations de l'histoire. Et donc là, c'est un volume d'articles qui a été réuni, je dois dire, par un travail remarquable du traducteur Thomas Serrier, qui a aussi fait une préface qui est un modèle du genre, qui resitue parfaitement le travail de Karl Schlegel dans les publications actuelles et le regain d'intérêt actuel pour l'Ukraine. Akram Belkaïd. Alors, ma recommandation concerne aussi un livre, c'est une biographie écrite par le journaliste et universitaire Adam Schatz, qui est américain, qui travaille à London Review of Books, et c'est une biographie de Frantz Fanon. Donc Frantz Fanon, penseur décolonial, radical, qui a rejoint le FLN pendant la guerre d'Algérie et qui aujourd'hui connaît un réel succès, qui est relu par les jeunes générations partout dans le monde, y compris en France, par une partie de la jeunesse française, mais aussi aux États-Unis, où il est redécouvert grâce au boom de ce qu'on appelle les études postcoloniales ou décoloniales. Et donc Adam Schatz propose une biographie assez stimulante, assez intéressante, parce qu'il montre, je dirais, ce que fut Frantz Fanon, c'est-à-dire à la fois un homme engagé, un psychiatre qui a beaucoup réfléchi aux questions de l'aliénation, de l'enfermement, avant toute chose, et qui a été une figure marquante de la pensée anticoloniale. Et parmi les chapitres, moi, qui ont retenu mon attention, bien entendu, il y a celui qui concerne Les damnés de la terre, ce fameux ouvrage, et la fameuse préface de Sartre, qui, grâce à Sartre ou à cause de Sartre, a parfois éclipsé l'ouvrage lui-même. Parce que Sartre a fait une lecture, Adam Schatz le dit clairement, a fait une lecture somme toute sommaire de la pensée de Fanon, en glorifiant la violence, en la mettant sur la table comme étant, je dirais, le moyen ultime et nécessaire d'arriver à ses fins. Et l'intérêt de cette biographie, c'est effectivement de remettre la pensée de Fanon au premier plan et d'offrir vraiment des repères et des éléments de réflexion pour comprendre sa pensée à l'aune, effectivement, des débats qu'on peut avoir aujourd'hui qui, de temps à autre, polarisent les sociétés occidentales et notamment la société française sur les questions de mémoire postcoloniale, d'usage de la violence, enfin des thèmes d'actualité. Nicole Nisotto. Alors moi, j'ai deux petites brèves. L'une pour vous recommander, si vous vous intéressez aux Jeux olympiques et au sport en général, la lecture d'un rapport d'information de l'Assemblée nationale qui est absolument formidable, qui est le rapport numéro 1448, publié en juin 23, qui s'appelle « La géopolitique du sport », qui est publié par la Commission des affaires étrangères, donc sous la houlette de notre ami Jean-Louis Bourlange, par deux députés, Adrien Gomy et Hubert Laferrière. C'est une somme absolument formidable sur... Oui, Hubert Laferrière, c'est une somme sur l'ensemble des considérations géopolitiques que l'on peut faire à propos du sport. Donc, je vous recommande la lecture. Et la deuxième brève que je voulais faire, alors, c'est pas une recommandation, c'est l'inverse. Mais j'ai cherché quel est le mot français qui est le contraire d'une recommandation, mais je n'ai pas trouvé. C'est une dissuasion, c'est une condamnation. Dissuasion est bien, oui. Bon, c'est pour vous faire gagner du temps et en vous disant de ne pas vous précipiter à l'Institut du monde arabe pour voir cette exposition de l'orientaliste Étienne Dinet, que la plupart des journaux nous ont présenté comme quelque chose de très important, de formidable, en particulier les magazines Télérama et autres magazines culturels. Ça n'a strictement aucun intérêt. C'est une toute petite exposition où il y a peut-être une quarantaine de toiles et beaucoup de dessins. Ça n'a un intérêt qu'anecdotique, parce que le personnage de Dinet est effectivement intéressant. C'est un artiste français, tout ce qu'il y a de plus classique, à la fin du 19e siècle, qui un jour va
va en Algérie et qui tombe amoureux de ce pays, qui se convertit à l'islam, qui traduit une vie de Mahomet, qui illustre tous les textes que l'on peut illustrer, qui meurt là-bas, qui a un musée en Algérie, mais dont l'œuvre, pardonnez-moi, est parfaitement peu digne d'intérêt. Vous allez vous mettre à dos tous les Algériens qui nous écoutent. Non, parce que alors là, ce qui m'a beaucoup surprise, quand vous regardez avec qui cette exposition a été faite, il n'y a pas du tout la référence à une moindre, alors je ne parle même pas de l'État algérien, à une moindre organisation culturelle algérienne. Pas du tout. Je tordais le nez quand vous disiez Hubert Laferrière, parce qu'il ne s'appelle pas Laferrière, il s'appelle Julien. Son nom de famille, c'est Julien Laferrière. Exactement. Mais Richard en général, Verly. on garde le deuxième nom. Richard Verly. Alors, nous parlions de ferveur ou pas tout à l'heure à propos des Jeux Olympiques. Eh bien, il y a un petit livre que je vous recommande. Il est petit par le format, et d'ailleurs un format je trouve très pratique. Ce sont les éditions de l'Aube en association avec la Fondation Jean Jaurès. C'est une collection qui s'appelle Les Petits Cahiers de Tendance, et ce volume, c'est La France sous haute tension, colère, anxiété et ressenti, et qui accueille parmi les auteurs notre amie Lucille Schmitt. Eh bien, je le trouve très intéressant sur un point essentiel, après vous le verrez en découvrant les collaborations, c'est l'importance du ressenti. Et au fond, c'est ça la clé pour les Jeux Olympiques. Si le ressenti, à un moment donné, devient positif, pas seulement parce qu'il y aura des compétitions et des athlètes, mais parce qu'on a le sentiment que la France a quelque chose à y gagner et que Paris a quelque chose à y gagner, eh bien si le ressenti bascule dans le positif, ces Jeux seront une réussite. Si ce n'est pas le cas, on peut quand même s'inquiéter ou en tout cas se poser des questions. La France est sous haute tension et les Jeux Olympiques aussi. J'ai lancé récemment un appel au financement en soulignant à quel point ce financement était vital et à quel point son absence risquait de menacer la poursuite de cette émission. Les réponses sont à la hauteur de mon inquiétude, de notre inquiétude. Cependant, il faudrait qu'elles soient encore plus nombreuses et encore plus substantielles pour que je puisse vous annoncer que le nouvel esprit public est destiné à poursuivre son activité. Je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va en assurer le compendium, Nicolas Tourneau qui veille à notre site, tandis qu'Olivier Magloire est vaillant devant les plateformes de financement et explique à ceux d'entre vous qui ont des soucis avec leur carte de crédit, avec la manipulation même de l'informatique, tout ce qu'ils peuvent faire pour se tirer d'affaire et nous financer. Adrien Beccaria qui a enregistré cette émission pour le studio L'Arrière-Boutique et Nouvelles Écoutes et Julien Neuville qui nous produisent. Je vous donne rendez-vous mercredi pour le premier débat avec Alexandre Lacroix sur la danse et dimanche prochain pour un nouvel esprit public.